Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité. J'espère en tout cas que votre week-end de 3 jours s'est super bien passé. Alors si toutefois c'est la première fois que vous regardez Dev Café, c'est tout simplement un petit concentré d'actualité que vous retrouvez tous les jours de la semaine à partir de 7 h sur cette même chaîne YouTube. Et ça dure à peu près une dizaine de minutes. Juste avant qu'on regarde les actus, une petite pub, j'en profite. Alors vous le savez peut-être, tous les lundis je publie 2 newsletters et cette semaine il y a un petit événement en tant que tel, parce que la version Android atteint le numéro 50 et la version Flutter c'est au 99e, donc on va bientôt être au numéro 100. Donc si ça vous intéresse, tout est gratuit et les liens sont en description. Allez, et je continue encore un tout petit peu avec de la pub, à savoir que n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de la partager, bref, vous connaissez tout le tralala. Et maintenant, je vous propose vraiment qu'on regarde ce Dev Café en ce lundi, et vous allez voir, il y a plein d'actualités, notamment autour d'Apple et de Google. On commence par des statistiques sur l'App Store et le Google Play avec le top 10 des téléchargements au mois d'octobre, et c'est quand même assez déprimant parce que c'est essentiellement des applications qui sont faites par les GAFA, mais il y a quand même deux petites exceptions. La première, c'est l'application BeReal d'ailleurs, qui est une appli française et qui est 9e sur l'App Store, et il y a également une application de calculatrice sur le Google Play, donc c'est un peu bizarre parce que il y en a déjà des applis de calculatrice sur les téléphones et les tablettes, bref, faut pas chercher. Ensuite, pour ce qui est des jeux, je m'avoue être un peu moins spécialiste et je suis quand même toujours halluciné de voir qu'il y a des jeux comme Subway Surfer qui ont une longévité mais hallucinante parce qu'ils sont sortis en 2012 et c'est également le cas de Candy Crush Saga qui était sorti exactement la même année. Donc voilà, c'est impressionnant que des éditeurs comme ça et des jeux arrivent à durer aussi longtemps. Et en parlant des boutiques d'applications, une information est passée relativement inaperçue, mais le site Finbold a quand même détecté une chute vertigineuse du nombre d'applications sur l'App Store. Et entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année, il y a 500 000 applications qui ont été supprimées de l'App Store. Et donc du coup, on revient à un niveau à peu près de 2015. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer tout ça? Donc, il y avait une décision qui avait été prise au mois d'avril par Apple qui pourrait très largement expliquer ça. Alors, je vous le rappelle au cas où, c'est tout simplement que si des applications ne sont plus mises à jour, automatiquement Apple les supprime. Donc, à mon avis, c'est ça qui explique en grande partie ces chiffres. Et à noter aussi que l'article évoque des scams qui sont de plus en plus nombreux, mais honnêtement, on n'est pas à 500 000 applications très clairement. Alors du coup, en termes de chiffres globaux, le Google Play est très largement devant, mais on note quand même que l'Amazon App Store a réussi quand même à avoir 480 000 applications, ce qui est quand même beaucoup. Mais là-dessus, il faut faire attention parce que la quantité ne veut pas dire qualité. On referme cette page App Store, mais on continue de s'intéresser à Apple, et comme vous le savez, sur iOS, quand on veut utiliser une WebView, en réalité, ça utilise Safari derrière. Et le problème, c'est que finalement, que vous utilisez Chrome ou Firefox, finalement, à chaque fois, vous utilisez Safari, donc c'est juste en fait une interface graphique par-dessus. Et une information relevée par ce compte Twitter montre que l'autorité de régulation des télécoms australienne aimerait mettre fin à cela, et pour cela, ils arguent que ça limite la compétition, ça limite également le développement des API, et que par conséquent, en fait, ça force au développement des applications natives, et pour cela, ils annoncent tout un tas de mesures. Mais le problème, c'est que cette autorité de télécom, finalement, c'est la même chose que l'ARCEP en France, à savoir qu'ils n'émettent que des recommandations, donc autant dire que pisser en l'air aurait exactement le même impact. Encore et toujours chez Apple, vous avez peut-être remarqué ces derniers temps que la taille des binaires avait totalement explosé, et donc quelques exemples, l'application Nike elle a pris plus de 130 mégas, l'application American Airlines plus de 200, et la question c'est finalement pourquoi. Alors en réalité depuis Xcode 14, l'IDE ne génère plus de bitcode, et peut-être que les gens au fond de la salle proche du radiateur se demandent mais qu'est-ce que c'est que le bitcode? C'est tout simplement une manière de packager des applications et qui laisse à Apple le soin de terminer, de finaliser le processus de build. Et notamment dans ce processus de build, ils en profitaient jusqu'à présent pour supprimer tous les symboles inutiles. Mais vu que désormais on n'utilise plus du bitcode, forcément ces symboles restent dans l'application en production, et c'est pour cette raison que finalement le binaire est aussi gros. Mais par contre, lorsqu'on développe, on a besoin de ces informations-là. Typiquement, ça inclut les symboles des SIM qui sont utilisés par exemple lorsque vous avez des crashs, et ça va vous indiquer à quelle ligne ça a planté. Mais bon, forcément, en prod, on n'a pas besoin de tout ça. Et la question, c'est que peut-on faire? Est-on vraiment obligé de shipper des applications aussi grosses? Et la réponse, c'est forcément non. Et vous avez dans cet article une manière de faire pour justement supprimer tous les symboles inutiles. Donc n'hésitez pas à aller le lire, que vous fassiez une application iOS native, ou alors que vous passiez par des frameworks tiers, typiquement React ou Flutter. Bref, n'hésitez surtout pas à aller le lire, parce que forcément vos utilisateurs n'ont pas envie de télécharger un binaire qui est quasiment le double. Et enfin, dernière information autour d'Apple, promis c'est vraiment la dernière cette fois-ci, et vous avez peut-être déjà entendu parler d'Apple Arcade qui est un service d'abonnement qui permet d'accéder à des jeux que ce soit sur iOS, sur Mac ou encore sur les télés, et contre un certain montant chaque mois.
Et le directeur administratif et financier d'Apple avait annoncé au mois d'avril que les services d'Apple, mais vraiment en général, comptaient 825 millions d'abonnés contre 165 un an auparavant. Et bon, finalement, là, quelle est la nouveauté? Parce que là, on se parle de chiffres d'avril, et là, c'est le développeur du jeu Football Manager qui a indiqué que l'Apple Arcade, désormais, avait dépassé les 9 digits, donc c'est-à-dire un chiffre entre 100 millions et 999, mais bon, on ne le sait pas précisément. Mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est de comparer ce potentiel chiffre, donc on va dire par exemple 100 millions, à ce qui se passe sur les géants du secteur que sont PlayStation et Xbox. Et finalement, la comparaison est super intéressante, parce que côté PlayStation, on est à 45 millions d'abonnés mensuels, et côté Xbox, on est à 25 millions. Donc finalement, on est en train de se rendre compte que Apple Arcade, finalement, on pensait que le succès était plutôt mitigé, mais finalement, ils font quasiment le double des autres. Donc c'est super intéressant. Donc Apple Arcade, ça c'est ce qui se passe côté Apple, mais côté Google Play, il en existe aussi, mais à mon avis c'est beaucoup moins connu, et ça s'appelle le Google Play Pass, ou quelque chose dans le genre. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est beaucoup moins populaire. Allez, on s'arrête là avec Apple aujourd'hui, et juste avant qu'on regarde les actus autour de Microsoft et de Google, je vous propose un petit détour par les actualités en bref. La Coupe du Monde de football commencera dès dimanche au Qatar, et les polémiques n'ont pas fini de cesser. Lors de l'arrivée sur le sol qatari, 2 logiciels doivent être installés sur les téléphones des supporters, l'un nommé Aya et l'autre pour suivre l'épidémie de Covid appelée Etraz. Ces 2 applications seraient des malwares grandeur nature venant siphonner les données personnelles, exporter les derniers appels, mais pas que. C'est pour cette raison que la CNIL recommande de ne pas venir avec son smartphone, mais avec des vieux téléphones jetables à la place. Retour au développement où Google propose une application nommée Now in Android et faisant office d'exemple pour tous ceux qui veulent utiliser les dernières élucubrations de Google côté architecture, modularisation, interface graphique avec Jetpack Compose et bien d'autres. Le code est entièrement disponible sur GitHub et bonne nouvelle, l'application est aussi disponible sur le Google Play. L'application n'est pas une simple brique d'exemple puisqu'elle présente les dernières vidéos de la série des Now in Android qui vous permettent justement d'en découvrir plus sur les dernières pratiques mises en avant par Google. Toujours chez Google, l'entreprise l'avait annoncé lors de la fermeture de Stadia, l'intégralité des achats, sauf les abonnements au service pro, seraient remboursés. Les premières vagues de remboursement ont commencé, mais pas forcément comme on le penserait. En effet, Google reverse le montant sur le moyen de paiement initial. Par exemple, si des cartes cadeaux ont été utilisées, cela se transforme en crédit Google Play, mais pas en argent sonnant et trébuchant. Mais certains ont payé par une cagnotte offerte en répondant à des sondages. Seul problème, ce crédit avait une date d'expiration qui peut être dépassée depuis, et dans ce cas, l'argent se retrouve perdu. Bref, on espère que Google va vite corriger cela. Après Orange, SFR et bien d'autres opérateurs mobiles virtuels ou non, on apprend que Microsoft est devenu un opérateur en France. Concrètement, il est possible depuis quelques semaines de passer et recevoir des appels vers un compte Teams depuis une ligne fixe ou mobile. Mais l'idée plus globale est le projet Teams Phone, actuellement en test aux États-Unis et qui permet aux utilisateurs de Teams d'obtenir un vrai numéro de téléphone personnel qui redirigera vers son compte Teams. Plus anecdotique maintenant, il y a quelques jours, Lenovo organisait sa conférence TechWorld et en a profité pour présenter son premier ordinateur avec un écran pouvant se déplier. Ce type de mécanisme était déjà proposé sur certains concepts de téléphone et c'est ici le premier à apparaître sur un véritable ordinateur. La question est maintenant de savoir le réel intérêt de la chose, mais aussi le prix. On termine ces actualités avec la marque Anker, célèbre pour ses accessoires pour smartphone. Des nouveaux chargeurs reprennent les couleurs des Pokémon avec des capacités allant de 20 à 120 watts et chacun est affublé d'un Pokémon plus ou moins évolué, allant du Pichu au Raichu. Et oui, le merchandising attend maintenant les chargeurs de téléphone, mais où s'arrêtera-t-on ? On recommence en s'intéressant à Microsoft et plus particulièrement à son IDE qui s'appelle Visual Studio. Alors attention, il ne faut pas confondre Visual Studio et Visual Studio Code que vous avez probablement plutôt l'habitude d'utiliser. Alors ça vous est probablement déjà arrivé, c'est de devoir relancer des vieux projets et lorsque vous essayez de l'utiliser sur un nouvel IDE, sur la dernière version, il y a généralement des problèmes de compatibilité dans tous les sens. Voilà, c'est un véritable cauchemar. La solution généralement c'est de rebasculer vers des anciennes versions. Mais le problème, quand vous faites ça, généralement vous repartez sur un IDE vierge, vous perdez toute votre personnalisation. Et là justement, l'idée qu'il y a dans la dernière version stable de Visual Studio, c'est que finalement vous allez avoir la possibilité de revenir sur une ancienne version de l'IDE sans pour autant perdre toute votre personnalisation. Donc là c'est plutôt une nouvelle fonctionnalité qui est intéressante. Donc c'est dans Visual Studio et c'est la fonctionnalité qui s'appelle Rollback. Donc presque on espérerait aussi qu'il y ait la même chose sur Android Studio. Par contre sur Xcode, je crois pas que ce soit possible dans la mesure où en fait Apple limite
le déploiement sur des anciennes versions. Allez, on termine avec Google qui affiche une toute nouvelle information sur la fiche des Play Services, et c'est le premier élément que vous voyez juste là. Et quand on va cliquer, ça va vous permettre d'avoir une page de détails. Du coup, je me suis dit, chouette, peut-être qu'on va pouvoir implémenter la même chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le code des Play Services, j'ai tout copié, j'ai implémenté ça dans mon application. Eh bien, rien ne s'affiche. Alors bon, du coup, je me suis dit, on va essayer de regarder dans AOSP pourquoi justement ça ne marche pas. J'y suis arrivé à peu près, et j'ai compris pourquoi ça ne marche pas. Et donc, comme vous pouvez le voir, cette information ne s'affiche que si votre application est en Location Manager. Donc forcément, mon application, ce n'était pas le cas, alors que les Play Services, justement, fournissent un service de location. Et là, finalement, ce que l'on arrive à voir juste ici, c'est que cette information s'appelle All Details, mais c'est quand même assez étonnant de lier All Details avec un Location Manager. Donc à mon avis, ce que Google a fait sur Android 13, c'est en gros écrire de l'énorme code en dur. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que vous qui codez salement, ça arrive aussi à Google. Et là ici, on a un excellent exemple, d'autant qu'ils ont fait un intent dédié à cette information-là. Et à mon avis, dans la prochaine version d'Android, cet intent marchera vraiment, et ils enlèveront ce code en dur. Donc voilà, rassurez-vous, il n'y a pas que vous qui codez salement. Et enfin, pour clore ce Dev Café, ce soir, il va y avoir la 3e et dernière édition de l'Android Dev Summit, et qui sera à partir de 18h heure française. Alors je vous ai mis le contenu qui, en gros, va parler de la thématique des plateformes, mais si on regarde assez rapidement, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de nouveautés. Bon, j'essaierai quand même de regarder, si toutefois il y a quelques petites informations qui sont intéressantes, je vous en parlerai demain. Mais à mon avis, il n'y a pas franchement grand-chose qui va être annoncé ce soir. Et voilà, c'est fini, il n'y a plus d'informations pour aujourd'hui, mais comme vous en avez l'habitude, c'est l'heure du traditionnel sondage, et justement, je vous pose la question aujourd'hui de savoir est-ce que vous êtes abonné à un service de jeu par abonnement, et si oui, quel est celui que vous utilisez principalement. Donc pour ça, c'est comme d'habitude, vous allez dans la partie communauté, sinon vous avez le lien en commentaire épinglé. Et pour ce qui est du sondage de samedi, je vous demandais par quel moyen vous préfériez communiquer en cas de problème avec les ingénieurs de chez Apple ou de chez Google. Et finalement, ce qui arrive en première position, c'est tout simplement du one-to-one en visio. Alors pour rappel, toute cette semaine, il y a le Ask Apple qui est proposé. Alors je ne vais pas vous rappeler tout ce que c'est, simplement allez voir l'épisode de samedi dans lequel justement je vous explique en quoi consiste ce programme qui finalement est déjà à la 2e édition. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à rajouter pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager et à vous abonner. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, et je vous dis rendez-vous même heure et même endroit demain, ici, sur cette chaîne YouTube. Et je vous souhaite donc une excellente journée.